Salut. T'en as pas marre, toi, parfois, de ce quotidien? Tu sais, de ce rythme où on s'inquiète pour l'avenir, où on ressent de la nostalgie pour le passé, où on habite comme un cycle de je vais bien, je vais mal, de bonheur, de tristesse, cette fluctuation émotionnelle qui semble caractériser l'être humain. Et on se fait du mouron à propos du travail, à propos des relations, pour l'avenir, quoi. Sans cesse. Voilà. Bon, il y a des moments où ça va mieux, bien sûr, mais ça revient encore et encore, ce cycle. Et il y a cette illusion que de se remplir de plaisir, les jeux vidéo, la nourriture, euh, des substances, le sexe, ça va nous, euh, ça va nous rendre heureux, ça va nous apporter le bonheur. Et en fait, c'est le contraire qui se produit, c'est, ça nous aliène. Alors, la libération, parce que c'est de ça qu'on parle sur cette chaîne, quand on parle d'éveil de conscience, eh bien, c'est de perdre tout ça. Quand on perd tout ça, il y a autre chose qui émerge, qui a rien à voir avec ça. Vous imaginez de perdre l'inquiétude, de perdre la tristesse, de perdre le chagrin, de perdre la nostalgie, de perdre ces montagnes émotionnelles qui fait que on quitte jamais ce cycle de je vais bien, je vais mal, je suis heureux, je suis pas heureux. Ça serait extraordinaire. Et puis en plus, il paraît qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge. Voilà. C'est comme quand on t'offre un cadeau, tu sais, t'es déjà content d'avoir le premier, et puis t'es surpris, tu dis, ah, il y en a un deuxième aussi. Alors moi, je suis pas du tout euh, libéré. Ces cadeaux-là, je les ai pas reçus, en tout cas pas entièrement. Et ce que je fais par contre, c'est que j'essaye de suivre la voie, en tout cas une voie, qui est censée rassembler les causes qui font que la libération est possible et puis qui essayent de s'exonérer des causes qui empêchent cette libération d'arriver. Voilà. C'est comme un train, en fait. Donc, si tu as envie, tu montes dedans et puis tu peux rester le temps que tu veux. Voilà, tu peux descendre quand tu veux aussi. C'est ton choix. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose à propos de un outil que j'ai connu quand j'étais proche des Tibétains, qu'ils appellent, eux, les quatre pensées préliminaires. Donc, je vais vous les dire. Je trouve que c'est un super bon outil pour justement travailler sur son éveil de conscience. Parce que l'éveil de conscience, c'est pas juste apprendre à méditer ou faire de l'hypnose spirituelle ou discuter avec des guides qui bien souvent n'en sont pas. Euh, il s'agit de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire vous libérer à vous versus vous aliéner. Donc c'est ça un petit peu qu'on va parler aujourd'hui. Les les quatre pensées préliminaires dont parlent les Tibétains sont ce qu'ils nomment la précieuse existence humaine, qui est en fait l'idée de reconnaître une opportunité, celle qu'on a de pratiquer un chemin euh, d'éveil spirituel. Parce que pour ceux qui croient en des vies futures, en des vies passées, si vous regardez bien, il y a une multitude de possibilités de renaissance avant et après. Si, rien que dans notre monde, quand on regarde les animaux, c'est pas du tout dit que on ait à nouveau une opportunité de profiter d'une existence humaine, dans laquelle on peut réfléchir à ces choses-là, dans laquelle il y a suffisamment d'inconfort, pour pas dire d'insatisfaction, de souffrance, de trouble, et de choses heureuses pour se poser la question. Et, parce que bien sûr, on préfère vivre dans des choses heureuses. Donc, c'est ça la précieuse existence humaine, c'est une capacité à réfléchir avec les concepts et les mots que n'ont pas les autres espèces. Et puis la deuxième pensée, ça parle de l'impermanence,
Euh, En fait, ce qui nous fait souffrir, c'est pas l'impermanence, c'est notre attachement à la permanence. Étant donné que on a une attitude fixiste du monde, on a créé un mental ego, on se croit séparé, on veut attirer à nous ce que nous croyons bon, on veut rejeter ce que nous croyons mauvais, et c'est cette friction avec le monde qui crée le mal-être, cette non-acceptation des choses. Voilà. Cette résistance aux choses. Il y a la troisième pensée, elle parle de la causalité. Dans la tradition indienne, même bouddhiste, on parle de karma, mais c'est ça, hein, c'est juste ça en fait. Et on n'a pas besoin de ce concept sanskrit. En fait, on le sait très bien dans notre culture. Euh, Si tu fais quelque chose, si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Si tu plantes une graine de citronnier, tu vas pas avoir un pommier, tu vois. Si tu lances le boomerang, il te revient. Toutes ces expressions, on les connaît. Ça parle de la causalité. La quatrième, c'est l'idée que dans la vie conditionnée qu'on a, euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans s'en rendre compte et qui, au niveau de cette causalité, provoquent pas notre bien-être. Même les plaisirs, même, même le plaisir, en fait, si on y regarde bien, c'est une illusion. Et c'est de ça qu'on va parler, notamment dans cette émission. On va essayer de décortiquer un petit peu comment ça marche, ces quatre pensées, et comment nous, ça peut nous servir dans notre quotidien. Ensuite, quand on aura fait ça, je procéderai à la lecture du conte dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, on y va. On va commencer par celle-là. Et je ferai une parabole de l'expression, vous connaissez le détournement de mineur versus le détournement de majeur, parce que on sait très bien ce que ça veut dire. Un détournement de mineur, c'est que on lui fait connaître des choses qui sont pas censées avoir lieu à son âge. Souvent, on pense à la sexualité, mais c'est aussi, on peut détourner de plein de façons différentes finalement, avec les jeux vidéo, avec la violence, tout ce qui fait qu'on va empêcher un être humain de se développer à un moment donné. Normalement, si vous êtes devant la télévision, en train de regarder des séries, ou en train de jouer à vos jeux vidéo H24, mais ça va être compliqué l'école, par exemple. Donc là, il y a un détournement, pas forcément des choses euh, sexuelles. Et puis, on parle du détournement de mineur, mais on parle jamais du détournement de majeur. Alors, quand t'as, tu sais, 17 ans et 11 mois et 29 jours, bon, t'es mineur, et puis le jour d'après, t'es plus, tu vois. Donc, t'es plus détournable. Bien sûr que si, t'es détournable. Et nous tous, en fait, j'aimerais vous montrer qu'on est détourné. On est détourné de quoi? De vivre notre vie vraiment et de conscientiser qu'on a accès à autre chose dans la vie que seulement écouter de l'information anxiogène, que seulement jouer à des jeux vidéo, à vivre sa vie à travers de chanteurs, de chanteuses, d'acteurs, d'actrices. Pendant ce temps, tu vis pas ta vie, t'as pas de projet, tu fais rien de ta vie, puis à un moment donné, je comprends pas, je me sens pas bien, je suis mal. Ce qu'il y a, c'est que quand on conscientise ça, on se rend compte qu'on a un pouvoir là-dessus. On a le pouvoir de vivre sa vraie vie. Je parle d'éveil de conscience, mais ne serait-ce que d'avoir des projets et de les mener à bien. Moi, je suis entrepreneur, mais c'est pas forcément l'entrepreneuriat, ça peut être simplement vivre des passions, un sport, un art, n'importe quel hobby que vous avez envie de faire bien et de développer parce que ça a du sens pour vous, parce que c'est bon, parce que c'est beau, parce que ça vous met en connexion avec les autres. Et ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez faire parce que
ça va dans le sens d'être bénéfique pour vous et pour les autres, et non pas nuisible. Et je pense que s'il y a un chemin de développement de la conscience, il est là. Il est retrouvé du sens, et sens, c'est juste ça, une bifurcation. On prend la bonne. Et si je faisais des choses qui étaient bénéfiques pour moi et pour les autres, et que je limitais ce qui était nuisible pour moi et pour les autres, qu'est-ce qui se passerait? Je serais davantage heureux, ça c'est sûr. Ok. Et ce pour les autres, il est intéressant aussi parce que être heureux tout seul, soi et par soi, c'est le mythe de l'imbécile heureux, ça n'existe pas en fait. C'est toujours, il y a toujours une dimension collective du bonheur. Le bonheur est toujours porté par une dimension collective. Alors, ça, c'est la deuxième pensée. Vous avez vu comment on va facilement de la quatrième pensée qui est que, en fait, parmi les causes de mon insatisfaction, ma souffrance, mon conditionnement hum, d'être limité, eh bien, il y a ce fameux plaisir. Parce que les autres aspects, c'est facile à comprendre que ça nous limite. Comme par exemple la colère, la haine, la jalousie, la bêtise. Ça, c'est facile. Mais le plaisir, c'est très contre-intuitif. Parce que en tant qu'être humain, on a vraiment l'impression que plaisir égale bonheur. Et le plaisir, que le plaisir n'est pas du tout une aliénation. Mais fais une petite expérience. Excuse-moi, je digresse un peu, je reviens en arrière. Reste tout un week-end entier devant tes écrans, devant ta télévision, devant tes séries, sans bouger du canapé, à, à bouffer des glaces ou des chips ou ce que tu veux, à parler à personne. C'est horrible comment tu te sens à la fin du week-end. Ok, donc on voit qu'il y a une aliénation en fait. Euh, et souvent en plus c'est fait pour que tu y ailles, pour que tu consommes davantage de nourriture, pour que tu consommes davantage de séries, pour que tu consommes davantage, toujours davantage, te garder comme neutralisé. Et pendant tout ce temps-là, tu vis pas ta vie. Donc, on en était à la causalité, à la responsabilité. On a la capacité de conscientiser ça et se dire, ben non, je vis plus comme ça. C'était quoi déjà quand j'étais gosse, j'avais des rêves de ça, de ça. Ok, je vais en reprendre un, je vais le refaire. Qu'est-ce qui m'animerait? Qu'est-ce qui donnerait du sens à à ma vie aujourd'hui? Je liste. Ok, je prends ça, je commence par ça et j'y vais. Et je le développe et je vois ce que ça donne. Et puis là, tu vas vivre vraiment ta vie. Alors, quand on remonte comme ça, parce qu'on prend les pensées à l'envers, je trouvais ça intéressant de le faire comme dans ce sens-là aujourd'hui, eh bien, tu as cette pensée qui est liée à l'impermanence. Donc, je le dis, on est, en tant qu'être humain, on fait quelque chose avec, j'allais dire presque à cause de nos sens, la vue, la vision, nous fait croire que on est séparé du monde et que les choses, sont des objets, des sujets, alors qu'ils sont en réalité des phénomènes transitoires, impermanents. Ça sert à quoi de considérer ça? Eh bien, ça sert à arrêter d'avoir une relation au monde de, de possesseur. Ok? J'entends possesseur avec cette même résistance. Ces choses-là sont à moi, où je veux ces choses-là parce qu'elles sont bonnes et je refuse les autres choses parce qu'elles sont mauvaises. Dans cette façon, en fait, névrotique de vivre le monde, on, on profite pas du tout de la vie. On est beaucoup plus vivant quand on profite d'une certaine fluidité. On profite de ce qui est bon. C'est OK, on sait que ça va passer. Il y a quelque chose qui arrive, une épreuve qui va pas être facile. Ouf, je peux m'ouvrir à ça.
ok. Si je suis chez le dentiste, c'est pas un moment agréable. Euh, je vais passer un mauvais moment. Mais en plus, si je crispe tous les muscles de mon corps, que je me plains, que je crie, que je pleure, mais je vais souffrir 10 fois plus. Ok? Autant se détendre, travailler la conscience et laisser passer les mauvais moments. Parce que ça passe tout le temps. Sauf quand on s'accroche, on a l'impression que ça va jamais passer. Et puis, donc, on remonte encore. La première pensée, c'est la précieuse, ils disent précieuse existence humaine. Moi, je préfère parler de précieuse opportunité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je me rappelle, je vais vous donner une anecdote. Je suis un, moi, je suis quelqu'un des années 80, moi. Donc, j'étais tout petit dans les années 70, donc je me rappelle plus beaucoup des années 70, mais les années 80, elles ont été marquées par la télévision. Et puis, on a bouffé des émissions américaines tous les week-ends. Mes parents étaient accros à ça. Le poste de télévision, il trônait dans le salon, comme c'est encore beaucoup le cas de plein de gens, hein. Et en fait, on était complètement subjugués par ça. Moi, j'avais une vie de sportif à côté. Je faisais de la natation de compétition. Et donc, ça me prenait beaucoup d'heures parce que c'est un sport qui prend beaucoup d'heures. La télé me prenait beaucoup d'heures parce que finalement, je me rendais pas compte. Fallait que je sois avec mes parents à regarder la télé et les informations anxiogènes. Et puis après, t'as plus de place. Quand est-ce que tu vas faire tes devoirs? Quand est-ce que tu t'occupes de faire tes cours? Ne serait-ce que ça, tu vois? Donc, on se rend pas compte, mais on vit vraiment l'illusion de plaisir égale bonheur, alors que c'est pas du tout ça. Ouais. Qu'est-ce que j'avais préparé pour toi encore? C'est une sorte d'arnaque en fait, hein. Ouais, c'est ça ce que je disais. C'est piégeux, quoi. Donc on récapitule. On peut penser, on peut les prendre dans le sens qu'on veut, hein, finalement. J'ai cette précieuse existence humaine, cette précieuse opportunité qui me permet de comprendre que bien souvent, croyant accumuler du bonheur, j'accumule des plaisirs qui sont aliénants et je passe à côté de ma vie parce que je vis à travers la vie des autres. Les chanteurs, les chanteuses, les acteurs, les actrices, la télévision, les jeux vidéo, euh, la nourriture. Et j'ai cette propension à m'inquiéter pour demain, à regretter le passé, à habiter des cycles, je vais bien, je vais mal, du bonheur, de la tristesse, les doutes, les peurs. Et j'ai une opportunité en tant qu'être humain de m'affranchir de tout ça. C'est extraordinaire. Et en plus, quand ça a lieu, il y a quelque chose d'autre qui se passe. On dirait des choses extraordinaires, des choses fabuleuses, mais du contentement, de la joie pour rien, une stabilité émotionnelle, un repos, une paix, à partir de laquelle on peut décider d'être tranquille ou d'être actif, faire ce qu'on veut, mais on change complètement la texture de notre vie, en fait. Oui, il y a quelque chose que j'oubliais. En fait, une pratique qu'on peut avoir, c'est que dans la tradition du bouddhisme, on parle de 3 portes pour cultiver les causes de la libération. Il y a une porte qui est au niveau de l'esprit, c'est tout ce que je pense. Donc je peux aujourd'hui décider que à partir de maintenant, tout ce que je vais penser, je vais arrêter de nuire ne serait-ce que par la pensée aux gens, en ayant des pensées égoïstes, en ayant des pensées irrespectueuses, en ayant des pensées haineuses, etc. Pas parce que c'est moral de le faire, c'est parce que j'ai pas envie de recevoir le boomerang que j'ai lancé en pleine gueule. J'ai pas envie de vivre la tempête.
Et j'ai pas envie de planter n'importe quoi dans mon jardin pour qu'il pousse des cactus, par exemple. Donc la première porte, ça se passe par l'esprit. Alors, quand on est réaliste, tout ce temps qu'on est, on est des râleurs, donc il y a déjà une nuisibilité parce que vous savez, on émet des ondes maintenant, on le sait par le cerveau et notre être, il émet des ondes et ça a une influence sur le reste du monde. Et quand c'est collectif, ben, on parle de d'égrégores, de choses comme ça, c'est-à-dire des choses encore bien plus nuisibles sur le plan collectif. Donc, je décide de nuire de moins en moins. Ça, c'est réaliste. Puissais-je nuire de moins en moins par la pensée et être bénéfique de plus en plus par la pensée. C'est souhaiter. Le problème, c'est que maintenant, c'est une valeur cucu, souhaiter du bien. Et pourtant, c'est lancer le boomerang dans le bon sens. Pouvoir le rattraper après avec la main. C'est planter les graines que vous avez envie d'avoir dans votre jardin. C'est agir avec parcimonie pour pas récolter des tempêtes. Ça, c'est la porte de l'esprit. Donc c'est tout ce qui est le monde des pensées. Ensuite, il y a la porte de la parole. Et de la même façon, ça suit la pensée, sauf que on a un contrôle plus évident, parce que quand on s'entend parler, on peut très bien dire, ouais, je peux arrêter de parler comme ça, en fait. Je peux arrêter de maudire. Et je peux commencer c'est quoi l'inverse? Bénir, dire du bien, souligner les qualités, être agréable avec les gens. Ça va être quoi la différence? C'est que je vais générer, à mon niveau, un monde plus heureux. Pour dépasser encore cette idée, parce que on est toujours en train de croire que le bien, c'est cucu. Mais va dans une fête où tout le monde est triste et s'emmerde. Personne n'a envie d'aller dans une fête comme ça. Par contre, tu vas dans une fête où tout le monde est heureux et tout le monde s'éclate. Là, c'est autre chose. Là, tu es content, tu es touché par cette joie parce qu'elle habite aussi les autres. Quand on voit les choses comme ça, on se rend compte que c'est pas du tout cucu. Et puis la troisième porte, c'est par votre comportement. Par votre comportement, euh, vous pouvez nuire par la violence ou vous pouvez être bénéfique par l'entraide. Après, il y a plus fin. Je pourrais vous parler d'intention blanche, d'acte noir ou d'acte blanc et d'intention noire pour aller plus dans le sens du discernement. Parce que parfois, la violence, c'est important. Si il y a une vieille dame qui traverse la rue et qui a deux doigts de se faire renverser par une voiture, si je la pousse, c'est violent, mais je lui évite de se faire renverser par la voiture. Alors elle va peut-être tomber, elle va peut-être se faire mal, mais elle va rester en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi un exercice pour pas être cucu, justement, de réfléchir à cette dichotomie. Intention blanche ou intention noire, croisée avec les actes blancs, les actes noirs. Voilà. Mais dans un premier temps, on a besoin de s'habituer, donc il faut qu'on soit 100% au clair avec ça. Je nuis de moins en moins dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, et je suis bénéfique de plus en plus pour moi, et puis aussi pour les autres, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir. Voilà. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais tout de suite aller sur la lecture du conte. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Chance ou malchance? Dans un village, un homme très pauvre possédait un cheval d'une rare beauté. Il était si magnifique que tous les riches marchands et puissants seigneurs de passage
lui proposait de lui acheter dès qu'il l'apercevait. Mais le vieil homme refusait toujours. Cet animal est pour moi comme un ami, disait-il. Vendriez-vous un ami? Mais un beau matin, le vieillard découvrit que son cheval avait disparu. Les villageois, goguenards, lui dirent tous: « On te l'avait bien dit, tu n'avais qu'à le vendre quand on te le proposait. Maintenant, on te l'a volé. Quelle malchance !» À toutes ces lamentations et railleries, le vieil homme apportait invariablement la même réponse. Chance ou malchance, qui peut le dire? Les moqueries reprenaient encore de plus belle. Mais 15 jours plus tard, le chevin revint avec une horde de chevaux sauvages. S'étant échappé, il avait séduit quelques belles juments et rentrait maintenant avec le reste de la horde. Quelle chance, dirent les villageois. Mais le vieillard ne montrait aucun enthousiasme débordant, conservant son habituelle bonne humeur. Chance ou malchance, qui peut le dire? Ses voisins ne pouvaient s'empêcher d'y voir ici une ingratitude devant la bonne fortune apportée par les dieux. Le vieil homme et son fils voulurent dresser les chevaux pour les vendre ensuite aux riches du royaume. Mais quelques semaines plus tard, le fils chuta d'une hongre et se brisa la jambe. Selon le guérisseur du village, il en gardera pour la vie une légère claudication. Ses amis le plaignirent alors de plus belle. Quelle malchance! Sans ton fils, tu ne pourras dresser les chevaux pour les vendre, toi qui es si pauvre. À son habitude, le vieil homme répondit alors: chance ou malchance, qui peut le dire? Seulement 3 jours après la blessure, les soldats du roi prirent position dans le village et enrôlèrent de force tous les jeunes. Ils partaient pour une campagne lointaine, au-delà des montagnes qui bouchent l'horizon. Faire la guerre à un autre peuple. Tous durent suivre la troupe, sauf le fils qui ne pouvait marcher avec sa jambe brisée. Pleurant de désespoir, tous les villageois prirent le vieil homme à partie. Ton fils reste avec toi, alors que les nôtres vont certainement mourir à la guerre. On peut dire que la chance te sourit, à toi qui gardes ton fils unique. Vous savez ce que le vieillard a répondu? Chance ou malchance,